Bonsoir. Insurrection hier au Parlement américain. En marge de la validation de la victoire de Joe Biden, les manifestants pro-Trump ont envahi le Capitole. Et tout à l'heure, de plus amples informations sur cet événement sans précédent en début d'émission. Pour notre séance de décryptage hebdomadaire, nous aurons avec nous les journalistes André Bois et Élisée Bouloubou. En leur compagnie, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité qui a rythmé cette semaine. Il sera question de prochaines élections législatives, de décrispation politique et de Covid-19 au cours de ce décryptage. Et puisqu'il faut finir la semaine en beauté, nous dirons au revoir à nos téléspectateurs en revoyant les meilleurs moments du point de stress de notre cher Mike Danon. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. C'était un oui naturel et normal, vu qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, the last of the week. Sophie Aïda nous a rejoint autour de cette table. À ses côtés, il y a Edith Broubleu. Alors, particularité de la disposition de la table aujourd'hui, deux belles dames sont en face de deux élégants et charmants messieurs. Bonsoir, mesdames. Vous pensiez que j'allais vous laisser? Ben non. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Yes. The last of the week, ça se dit? I know. I like that. The last of the week, you like that? Yeah. Right, for me. Sophie, elle me fait des cours d'anglais comme ça, à chaque émission, une petite phrase. On a fait There be miracle when you believe. There can be miracles. There can be miracle. When you believe. When you believe. Merci. Alors, messieurs, tout se passe bien? Ça va? Oui, ça va. Okay. On est plutôt tranquille. Hein. Madame Bleu? Oui, ça va. Très bien. Et toi? Très bien. Sur ces belles paroles plutôt responsables, on va commencer avec notre tour de l'actualité. L'essentiel de l'information, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. A tout de suite. Yes. Formidable. Événement sans précédent, événement inédit aux États-Unis. La victoire de Joe Biden devrait être certifiée malgré les violences survenues au Capitole. Et à propos de ces violences survenues au Capitole, retour sur ce fait complètement hallucinant qu'on a vécu hier au niveau... Déjanté, hallucinant, sans précédent, inédit. Enfin, je pense que tous ces mots peuvent qualifier ce qui s'est passé. Et moi, je vais emprunter une phrase de Joe Biden qui a dit que ce qui s'est passé hier, c'était une attaque sur la citadelle de la liberté. Donc voilà, c'était mercredi 6 janvier, en marge du vote du Congrès qui devait justement valider la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine et au lendemain du discours de Donald Trump sur des supposées fraudes électorales. Donc celui-ci a demandé à ses partisans et supporters de manifester devant le Capitole, dans la capitale Washington DC, pour dénoncer donc ces fraudes électorales. Donc on peut le voir sur les images, je ne sais pas si vous voyez à la maison. C'était à la demande de Donald Trump. À la demande de Donald Trump, il y a eu des milliers de manifestants pro-Trump qui se sont rassemblés donc devant le Capitole. Et puis à un moment, tout a dégénéré. On a vu des personnes escalader des murs, des façades, casser des fenêtres pour rentrer à l'intérieur du Capitole, saccager des bureaux. Les affrontements entre les manifestants donc, et les forces de l'ordre ont été vraiment violents. Ça s'est vu. On a assisté vraiment à des scènes de chaos, c'est le cas de le dire. Et puis, il a fallu à un moment que la police intervienne parce qu'on attendait de voir à quel moment est-ce qu'ils allaient agir et donc ils ont dû commencer à tirer et malheureusement il y a parce que parmi les manifestants, il y en avait qui étaient armés. Exactement, totalement. Donc c'était une intrusion armée au sein du Capitole. Donc les policiers étaient obligés d'agir et ils ont tiré. Il y a une femme malheureusement qui a été tuée. Le bilan de toute cette scène ou cette agitation est quand même de 4 morts, dont une tuée par la police, on le sait, à l'intérieur du Capitole, et 52 arrestations. Alors moi personnellement,
personnellement, je trouve le nombre de 52 interpellations trop peu, quand on sait quand même que lors des manifestations Black Lives Matter tout au long de l'année dernière, 2020, il y a plus d'une centaine de personnes qui étaient interpellées et arrêtées lors de chaque manifestation, des personnes noires, plus précisément. Donc voilà, mais en tout cas, malgré le chaos, malgré toute cette agitation, comme tu disais, Eddy, tout à l'heure, qui a retardé le vote de plusieurs heures quand même, mais il a quand même eu lieu, il est allé à son terme dans la soirée, et officiellement, Joe Biden donc, a été désigné comme président élu des États-Unis, voilà, certifié, et puis il sera investi donc, le 20 janvier 2021. On a envie de dire ouf? Ouais. Vous partagez un ouf de soulagement sur ce plateau? Je ne suis pas sûre que ce soit... pour l'instant. Pour l'instant, on va dire un ouf de soulagement pour l'instant. Pourquoi? Parce il peut encore réagir, Trump? Donald Trump a toujours un tour dans son poche, sac. Ouais, ça, on a été je crois que vous le habitués... surestimez. Oui, il a toujours un tour dans son Avec sac. ce qui vient de se passer hier, là On a assisté à un événement qui était, on va dire, inédit, même s'il s'est déjà produit en 1814, pendant la guerre d'indépendance américaine. Mais ça, c'était les Anglais. C'était les Anglais. Ils ont pris d'assaut le Capitole. Mais c'était inédit pour une démocratie aussi grande et aussi, on va dire, appréciée et saluée, de voir que des comportements de ce genre pouvaient également se tenir dans le temple, en tout cas, des sénateurs, des représentants de la Chambre. On a vu l'air ahuri d'André Bois tout à l'heure. Non, moi, ahuri, mais enfin, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, les filles, tout ça. Mais pour moi, en termes d'élection, pour moi, l'Amérique, c'est pas une démocratie. Parce que, bon, le système même de grands électeurs, c'est un faux système. Parce que je rappelle simplement, que les gens comprennent, que Donald Trump a été élu alors qu'il avait moins de voix des Américains par rapport à Hillary Clinton. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu, mais c'est moins d'Américains qui l'ont voté. Mais comme le système est conçu comme ça, c'est si vous voulez, comme on dit, c'est un consensus américain qui date depuis des années, donc on ne peut pas le changer. Et déjà, ça, pour moi, ça disqualifie un peu les États-Unis. Enfin, je vais faire un peu de parallèle parce qu'on va parler de nos États qui sont des républiques bananières, mais là, ils nous ont montré simplement qu'ils étaient aussi une république bananière. Nul n'est au-dessus de la bêtise. Et que voilà, à des moments comme ça, eux-mêmes, ils sont dans l'incompréhension de leur propre démocratie. Exactement. Donc souvent, qu'ils fassent aussi attention à être des donneurs de leçons à tout bout de champ. Et là, ils nous ont donné la preuve simplement qu'il suffit qu'on manipule des masses, et on l'a vu chez nous. Et là aussi, les gens sont manipulés, et bien ils commettent l'irréparable. On le déplore tous. Élysée. Ok, moi je pense que... Je disais tout à l'heure, nul n'est à l'abri de la bêtise. C'est ça. Moi, ma lecture que je fais de cette situation, elle porte un peu plus sur l'implication dans l'avenir de ce qui s'est passé hier. Je sais, ou du moins tout le monde sait que les États-Unis ont été toujours montrés comme le symbole de la démocratie et autres. Et puis le Capitole. Il faut bien qu'on trouve qui a pensé ça, qui a décidé ça. Oui, et puis le Capitole qui est le symbole, en fait, même, voilà, de la liberté, parce que c'est là, en fait, le Congrès américain, le siège du Congrès américain, qui est le symbole de la liberté, qui a été aussi profané de cette manière. Moi, je crains même pour l'avenir de la démocratie. Et je pense que, quelque part, je ne serais pas surpris que dans les années à venir, on puisse remettre en cause même le modèle démocratique tel que défini par les Occidentaux. Parce que là, ce qui s'est passé hier vient nous rappeler qu'un système n'est jamais aussi parfait qu'on le pense. Il faut toujours adapter des réformes qui s'imposent. Mais au-delà de ça, tu as parlé de système qui est peut-être inégalitaire, même dans son fondement, quand on parle d'élection américaine. Mais n'oublie pas que c'est un consensus. Les Américains, depuis plusieurs siècles, ils l'ont validé, ils l'ont décidé. Oui, mais ils n'ont demain pas moins. Ils l'ont décidé. C'est un processus qui a toujours connu un déroulé sans problème, sans bavure. Moi, je pense qu'il faut l'analyser. La question, c'est le processus est-il un problème ou les hommes représentent-ils un problème à ce processus? Il faut tenir compte de plusieurs paramètres qui ont peut-être permis d'aboutir à ça. On parle de Donald Trump, qui a été élu par une majorité d'Américains, qui était un outsider au moment de son élection. C'est ce que je dis, il n'a pas été élu par une majorité d'Américains. Hillary Clinton. Il était élu par les grands électeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont Donald Trump arrive au pouvoir, c'est pas vraiment la question aujourd'hui. C'est même comment il part. Aujourd'hui. En fait, je n'ai pas fini mon propos. Je veux dire, j'ai parlé de plusieurs paramètres qui ont permis d'aboutir malheureusement à ce qu'on a vu
hier. Donc on a parlé de processus démocratique qui est menacé, mais qui a été menacé par quoi? Déjà par le choix même de ce candidat, et ensuite par le fait que même aussi, n'oublions pas, les réseaux sociaux ont permis également à cette personne de pouvoir s'exprimer librement et de véhiculer des idées qui ont mis à mal la démocratie même dans ce pays. On est d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Même c'est pour ça que je ne comprends pas ton propos. En fait, je pense que ton propos va en contradiction avec quoi? Parce que finalement, on dit la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu une manipulation et quelqu'un s'est saisi aujourd'hui des moyens modernes qu'on a, Twitter et tous les autres, pour manipuler les masses américaines. Je pense que ce que Edith voulait dire, voilà. Ce que Edith voulait dire, je pense que c'est que... Pour moi, le choix du président américain, tel qu'il est conçu, ce n'est pas un choix, ce n'est pas la démocratie qu'on peut plébisciter à partir du moment où quelqu'un peut être élu tout en étant minoritaire dans la population. C'est ça que je veux te montrer. Mais là où je rejoins justement Edith, c'est sur le fait que, comme elle disait, ça fait des siècles que ça fonctionne aux États-Unis. Et que c'est juste ces dernières 4 années que ça n'a pas, enfin, selon moi, pas fonctionné. Mais ça n'a pas fonctionné pas parce que le pays, la population n'était pas, il n'y avait pas assez de personnes qui ont voté pour Donald Trump, mais je pense que ça n'a pas fonctionné à cause de l'état d'esprit de la personne. Peut-être que l'état d'esprit de la personne est supporté par une partie de la population. La preuve, quand il lance l'appel, il y a des réactions. Oui, non, bien sûr. Voilà, et on voit ces réactions-là. En même temps, un système, comme je le disais, un système n'est jamais parfait. Oui, il peut tenir dans le temps, sur un bout de temps, mais dans la suite des temps, on peut estimer que le système ne répond plus aux besoins des Américains. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce message-là qui est en train d'être donné au travers de tout ce qu'on est en train de voir. C'est pourquoi je dis que le système, peut-être que jusque-là, il a tenu, mais aujourd'hui, ça remet un peu en question le système. Ça remet justement. Les filles semblent dire que non, ça a marché pendant longtemps. Non, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, il a marché pendant longtemps, mais aujourd'hui, les réalités sont que faut que ce soit une voix, un citoyen, une voix. Parce que là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'un Américain qui vote, il n'est pas sûr que son vote va faire élire le président. Oui, de toute façon, je pense que ce qui s'est passé... C'est aussi une réalité. Mais en fait, au fond, Brice l'a dit, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Mais ça révèle simplement la crise de la démocratie américaine. C'est ce qu'on veut montrer. C'est une démocratie qui est ancienne, qui est un peu sclérosée, parce que c'est la réalité. Mais pourquoi on fait le parallèle? Pour dire que nous, chez nous, il y a des difficultés, d'accord, mais qu'on ne vienne pas nous faire croire que c'est parce que nous sommes comme nous sommes, qui a les difficultés. Qu'on ne vienne pas nous donner des leçons. Qu'on ne donne pas nous des leçons, mais qu'on prenne en compte le fait que la démocratie, c'est quelque chose de mouvant. Ça peut changer parce que notre compréhension n'est pas la même. Et que nous sommes des démocraties jeunes également. Moi, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire pour dire que non, le système même, il est à revoir. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est la violence ou la virulence avec laquelle les actions ont été menées hier qui ont ému plus ou moins la planète. Mais n'oublions pas qu'au temps de Al Gore et de George Bush, on est passé aussi, le système a été contesté parce qu'il a fallu qu'on revienne au décompte manuel qui a été exigé par George Bush pour qu'on le déclare vainqueur alors qu'on avait déclaré Al Gore vainqueur. Donc, c'est-à-dire quelque part, arrivé à un certain moment, les Américains aujourd'hui sont en train de payer ce système-là en fait. Même avec Trump et Hillary, il y a eu également des contestations. Voilà. Donc, ça veut dire quelque part, arrivé à un certain moment, le message qu'on doit tirer de ça, c'est que est-ce que le système n'est pas arrivé à maturation? Il faut peut-être maintenant reformer pour lui donner une autre... Expiration, pardon. Merci pour le rappel. Expiration. Ou peut-être maintenant, il faut apporter des réformes pour l'améliorer, en fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs démocrates qui sont dans cette mouvance-là et dans ce système de pensée. Et je pense que c'est des choses qu'on va voir arriver certainement dans les 4 années qui arrivent. D'autant plus que le Sénat américain est maintenant à prédominance, on dit, un démocrate, avec les victoires, justement, cette semaine en Géorgie des deux sénateurs démocrates, le révérend Raphaël Warnock et puis Jon Ossoff, qui donnent la majorité justement au Sénat aux démocrates. Je pense que voilà. Très rapidement, tout ce qu'on parle de secondes dans cette émission, je prends 2 secondes pour dire simplement que autre enseignement aussi de ça, c'est qu'on a tous compris qu'en démocratie, ce qui compte, c'est la bonne foi. Quand on est de mauvaise foi, on peut tout faire dans la démocratie. C'est ça que souvent, il faut que nos concitoyens comprennent. Quand Donald Trump est de mauvaise foi, ça aboutit à ça. Les institutions vont être fortes, comme on l'a dit aux États-Unis. La mauvaise foi de Donald Trump a eu raison de la force de l'institution. Parallèle encore pour parallèle. Ça a duré que quelques heures. Mais parallèle pour dire que sous nos cieux, ici,
quand des politiciens sont de mauvaise foi, ça finit toujours sur des drames, parce qu'on envoie des gens dans les rues, parce qu'on refuse de voir la réalité, et c'est pareil. Et ça, il faut que les gens se le prennent pour dit, quoi. En tout cas, moi, je suis très, très heureux qu'aujourd'hui, un débat soit mené autour de la situation aux États-Unis. Parce qu'en général, c'est le contraire. C'est sur d'autres plateaux qu'on parle de nous. Mais nous, également, on parle des États-Unis. Et on finit par dire oui. Je pense quand même qu'on s'attendait aussi à ce que peut-être l'Union africaine puisse s'exprimer sur les violences post-électorales auxquelles on a assisté. Ça ressemble à des choses qu'on a Pour le coup, déjà tous les vues Européens sous en nos ont yeux. parlé, parce qu'effectivement, ils ont été choqués. Parce que eux, leurs démocraties sont des démocraties vraiment ancrées dans l'histoire. Donc voir comme ça une partie de la population contester. On a vu Donald Trump, même vous vous en souvenez, qui appelle un représentant de la Géorgie, le secrétaire d'État de la Géorgie, qui demande, à la limite même de... on était dans une république bananière, pardonnez-moi, les États-Unis. Donald Trump a fait de ce pays un pays vraiment, j'allais dire, qui ne compte pas. C'est la première Je parlais avec un proche à moi qui vit aux États-Unis qui m'a dit aujourd'hui nous avons honte. Oui, les États-Unis sont devenus la et pourtant, c'est lui qui avait traité les pays africains de shithole country. Et j'ai pas envie de traduire en français exactement ce que ça veut dire, mais c'est pas du tout. Enfin voilà, aujourd'hui, what's the shithole country? Évidemment, il y a beaucoup d'Africains qui aiment bien Donald Trump, machin. C'est comme ça qu'on est. On juge pas les gens par rapport à ce qu'ils nous font, mais on l'aime parce qu'il est un peu loufoque, machin. Mais c'est pas un ami de l'Afrique. Et en plus, il a montré qu'il n'est pas mieux que les pires dictateurs qu'on a connus en Afrique, les pires démagogues qu'on a connus ici. Voilà, il est pareil et voilà, il faut le dire simplement. Donc la bêtise n'a pas de race, n'a pas de nationalité, n'a pas de pays. Exactement. Voilà, tout simplement. Je m'empruntais à dire qu'au Ghana voisin, au Parlement, c'est chaud là. Aussi, on a vu des images. Qui sont partis, hier soir, c'était par rapport au choix du représentant, du président en tout cas de l'Assemblée nationale, du Parlement. Et donc ils en sont venus malheureusement aux mains. Mais bon, finalement tout est rentré dans l'ordre jusqu'à 8h du matin parce que ça a duré de minuit jusqu'à 8h du matin. Et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Il y a quand même eu des sacrées scènes. On a vu une députée assise sur les jambes d'un autre parce qu'il avait soi-disant pris sa place. Ils étaient pas prêts. Les enfants. Tout est rentré dans l'ordre, mais il a fallu que l'armée intervienne en plein hémicycle. C'est pareil pour le dire. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Dans les différents Sénats, on dirait. Évidemment, le parallèle a été vite fait entre les États-Unis et le Ghana. Mais cela montre encore... Sans oublier quelques semaines avant, la RDC. Oui, la RDC. Non, mais cela montre simplement que voilà, quand on fait la démocratie, enfin en tout cas on fait le jeu politique avec autant de clivages, ça débouche sur des scènes comme ça. C'est ça. Ouais. Ok. Merci messieurs. C'est la fin de ce rapide tour de l'actualité. Mesdames aussi. Mesdames. Je vous en prie. Je suis désolé. Sans plus tarder, donc on va démarrer notre séance de décryptage. Mesdames, messieurs. Arrêtez de me regarder comme ça. Je me suis excusé. Alors, on va commencer par la politique en Côte d'Ivoire et les législatives 2021 qui suscitent un réel engouement, une véritable ferveur. On en parle un tout petit peu. André ? Réelle ferveur, oui. Avec déjà l'ouverture des dépôts des dossiers. Oui, l'ouverture, mais on est sorti de la présidentielle, donc on est dans un autre temps de la démocratie ivoirienne, de la vie politique de Côte d'Ivoire. Donc là, ce sont les législatives. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a une bonne frange de l'opposition qui n'était pas avec nous, ce que j'appelle dans l'action publique parlementaire depuis plus de 10 ans. Et donc, le PDCI était, quelques représentants de la FI, des indépendants, et puis le FPI, enfin l'autre tendance qui représente vraiment le fondateur du parti, il n'y était pas. Donc là, ça suscite beaucoup d'engouement, parce que la CEI donc, a ouvert le dépôt des candidatures du 4 jusqu'au 20 janvier, et là, on assiste à beaucoup de choses, autant dans les partis qu'entre les partis. Entre les partis, c'est-à-dire les opposants qui veulent s'unir. On a vu une conférence de presse ce matin. Ils veulent y aller ensemble. Au niveau du RHGP, c'est aussi une pléthore de candidatures internes. C'est vraiment bon signe. Vraiment. On est content qu'aujourd'hui, tout le monde veuille maintenant soit là pour faire de la politique, qu'on vienne maintenant dire aux populations ce qu'on prévoit pour elles. C'est ce qu'on attend.
Maintenant, on peut parler de... Après, Bon, avant même que je ne puisse plancher sur ça, je voudrais qu'on puisse se reconnaître quand même à tout seigneur, tout honneur. Il y a Bois, il y a 2 semaines, qui nous disait que les législatives auraient lieu le 6 mars. Il avait annoncé une date. Voilà, il avait annoncé une date. Et le gouvernement a entendu son plaidoyer. Effectivement, le gouvernement a entériné le 6 mars. Donc, à tout seigneur, tout j'ai de honneur. grandes oreilles. Écoutez, Mais voilà, mais je me suis fait chambrer sur ce plateau-là parce que les dames disaient... Non, c'était pas moi, j'étais pas là. Ah oui, bien. Comment Sophie, elle sort de... Non, j'étais pas là. Non, mais j'avais dit qu'André avait annoncé une date, et c'était vrai. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce plateau-là qui se réalisent. C'est bizarre, il est magique ce plateau. Il est magique. Donc, le scoop revient. Donc, il faut que tous les téléspectateurs retiennent que le scoop revient à Mais ça André revient Bois. à toute notre rédaction de Live TV. On Ok, travaille bon, pour- sur la question, moi je pense que André a parlé de vitalité, André a parlé de beaucoup d'acquis et puis d'optimisme, c'est vrai. Si on veut voir sur l'aspect participation des partis, on pourrait aller dans ce sens. Mais quand on regarde sur l'aspect animation interne au parti, il y a de réelles craintes. Il y a de réelles craintes dans la mesure où je prends par exemple des partis comme les partis les plus significatifs, où déjà, même le mot de désignation des candidats est en train de poser problème. Et on voit des différentes chapelles où vraiment des frictions commencent à se faire sentir de part et d'autre, des contestations même de certains candidats retenus, qui auraient été retenus par la coordination, mais qui ne seraient pas du goût de la base. Donc je crains qu'on arrive avec des frictions interne au parti, je veux dire. Mais pour ce qui est de la participation des différents partis politiques et autres, tout ça, il y a un réel engouement, il y a une volonté. C'est à saluer. Voilà, il y a une volonté manifeste de tous d'y aller. Exactement, il y a une volonté manifeste d'y aller. Il y a une volonté manifeste d'y aller. Mais je pense aussi que là, ça pose un peu la problématique de la gouvernance même au sein des partis politiques. À ce niveau-là, il y a nécessité que des efforts soient faits. Parce que là, on se rend compte généralement que les uns et les autres sont candidats par la volonté et le bon vouloir du chef. Mais nous avons reçu sur ce plateau un candidat, enfin un membre d'un parti, qui était même à une concertation lors de la rencontre avec le Premier ministre, et qui disait n'avoir pas compris que certaines décisions avaient été prises sans avoir consulté la base. Effectivement, oui. Voilà. Il était surpris et ça, c'est récurrent dans les partis. Le chef décide et puis tout le monde s'y met. Je pense qu'il y a certaines questions inhérentes au parti pour lesquelles le chef, quand il décide, on peut suivre. Mais il y a certaines questions pour lesquelles il est important de se référer à la base. Parce qu'en réalité, l'animation des partis, c'est la base en fait. Non, j'écoutais bien Élisée, et là on allait un petit peu en désaccord jusqu'à ce qu'ils me disent qu'il y a des questions sur lesquelles... Non, parce qu'avant tout, un parti politique aussi, c'est une société qui établit, enfin une micro-société qui établit des stratégies. Et donc il y a des moments où ils vont choisir des personnalités sans que la base n'ait décidé, parce que ça répond à un certain nombre de stratégies. Bon là, une fois qu'il le reconnaît, mais après, c'est le trop qui va sans doute poser problème, puisqu'il y a des moments où on va faire fi dans beaucoup de bases de la vie des militants. Parce que quelqu'un qui ne milite pas dans une zone précisément, et on le parachute pour être candidat, ça pose souvent problème. Non, là, évidemment, je pense que... Mais après, je crois qu'ils essaient quand même d'établir une forme de process. Par exemple, il faut déposer, il y a une caution, 500 000 francs, 5 000 francs, ça dépend des partis, des couleurs. Au PDC, je crois que c'est 100 000 francs. C'est des critères. Je pense que déjà, pour essayer d'établir une forme de filtre, pour ne pas qu'il y ait aussi des candidatures, parce que ça le prétexte, des critères soit des filtres qui vont, je veux dire... faire une sorte de tamis, en fait, très, très sélectif des candidats. 500 000, bon, quand on a envie de venir au présidentiel, c'est pas 10 millions non plus. C'est pas ça qui va empêcher d'avoir un maximum de candidatures. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est une cuisine interne aussi au parti. C'est-à-dire que le chef choisisse ses têtes de liste, qu'il les parachute dans des zones, c'est vrai que peut-être ça ne rencontre pas l'assentiment de la base. Après, c'est du coaching, hein, je pense que... Non, mais c'est surtout l'élément déclencheur de toutes les frictions. Je suis d'avis que c'est une cuisine interne au parti. Tant que les conséquences que ça peut générer restent au sein du parti, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les conséquences que ça pourrait générer pourraient être des conséquences que nous allons tous assumer. C'est en cela que nous aussi, on interpelle les uns et les autres pour dire non, il est bien séant de tenir compte. Parce que là, quand demain ça va dégénérer et que des militants ne seront pas d'accord et que ça va aboutir à des violences,
Parce que ce qu'Élysée voulait dire, c'est qu'il arrive effectivement que des violences soient entre militants de partis opposés, mais il arrive également qu'il y ait des violences entre militants de même parti. Mais bien sûr, ça arrive. Oui. Bien sûr, il y a eu des moments où il y a eu des confrontations. Ça, effectivement, on peut avoir des craintes. C'est bien de les avoir, mais nous, ici, il faut qu'on le souligne, on le martèle. C'est la démocratie. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas été choisi et qu'il veut aller en indépendant, il est hors de question que cela se transforme en bougie là. Il faut juste que chacun fasse preuve de respect du choix des uns et des autres. Si moi je trouve que mon parti ne m'a pas choisi, que j'ai envie d'aller en indépendant, je vais en indépendant. C'est pour ça qu'on est d'accord. Vous présentez une piste, André. Donc vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas être content du choix du parti et décider d'évoluer en indépendant. Mais c'est ce qui se passe en général. La crainte d'Élysée, c'est qu'il arrive qu'on n'est pas suffisamment mûr, en tout cas dans nos organisations politiques, pour comprendre que c'est dans les urnes que cela va se décider. S'il pense qu'il peut être indépendant et gagner, qu'il y aille et on verra. On est également suffisamment conscient de la réalité dans certaines régions, d'imaginer que beaucoup de personnes vont voter des partis à la base, pas forcément des candidats. Donc quand vous allez en indépendant, on ne vous connaît pas, vous n'allez sur aucune bannière. Mais après, ça à vos risques et périls. C'est ça. Donc du coup, tout le monde veut militer pour être sous une bannière, sous une couleur. Sauf que là, c'est ce qu'on dit, si on veut rentrer maintenant dans le fond du sujet, sauf que là, il se trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment un vrai rapport avec le terrain. Le mec, soit il habite dans la localité, il est très souvent au quotidien. Et puis, il se trouve qu'il y a des cadres qui sont dans la capitale. Mais lui qui est sur le terrain tout le matin, midi et soir, il s'attend à ce qu'au moment des législatives, c'est celui qu'on choisisse. Mais sauf que le candidat va venir d'Abidjan. Et donc là, ça provoque justement un peu de remous. Et donc lui, qui est le candidat du terrain, il dit, moi, dans ce cas-là, je vais en indépendant, puisque les gens me connaissent pas seulement par rapport au parti, mais par rapport au fait que je suis quelqu'un d'engagé auprès d'eux. Et donc, à ce moment-là, c'est comme ça que beaucoup d'indépendants gagnent. Parce que finalement, ils sont ceux-là même que la population reconnaît, ou en tout cas, les militants du parti reconnaissent. Voilà, tu as parlé de vitalité de la démocratie, raison pour laquelle, aux dernières législatives, on a vu beaucoup d'indépendants qui se sont présentés et qui ont même remporté beaucoup de postes, en fait. Donc, vitalité interne au sein des partis, après, le pouvoir, il se prend. Je peux avoir une sorte de notoriété parce que je fais du corps à corps, je suis présent près de populations dans ma région, mais si derrière, au sein du parti, je suis déconnecté parce que j'ai des dissensions internes, après, c'est une question de réseau, de leadership et puis surtout de tractation. Donc, alors, voilà. Moi, ce que je veux demander, c'est si je pars en indépendant, que je suis élu, est-ce que je peux revenir au parti pour présenter ma victoire au parti? Ça, c'est un grand classique, Brice, vous le savez. Après, on vient redonner sa victoire au parti. Ils l'ont fait tous. Je n'ai pas envie de citer des choses, mais c'est ce qu'ils font couramment. C'est le jeu politique. Après, c'est au parti maintenant de dire, parce qu'un parti aussi essaie de construire une certaine discipline du parti, mais eux-mêmes, ça les arrange que des candidats, parce qu'ils se disent, au final, c'est celui qu'on avait mis, qui avait des doutes, s'il a perdu les élections, on va... Oui. J'apprécie beaucoup cette période, en tout cas, des législatives, parce que, c'est moins stressant, on va dire, quand je parle pour les populations, c'est moins stressant, il y a moins d'enjeux en griffe que par rapport à l'élection présidentielle où toute l'attention internationale est portée sur cette élection. Donc on voit beaucoup plus de nouveaux visages aussi, en général, de personnes de jeunesse, de fraîcheur, et surtout des personnes qui montrent qu'elles souhaitent porter la voix au Sénat des populations, même si parfois ce n'est pas le cas. Et en général, il y a une sorte de déception au bout de 1 an, 2 ans, parce que finalement, on élit un député, on s'attend à ce que ce député, pendant son mandat, qu'il ait au moins 2 ou 3 propositions de loi qu'il est présentée à l'Assemblée nationale. On a plutôt l'impression que finalement, on va à l'Assemblée nationale juste pour cocher des cases, s'asseoir, écouter, faire juste des amendements et puis voilà, rentrer à la maison. Je salue en tout cas pour ces élections législatives, c'est son caractère un peu inclusif. Oui. Ça veut dire le fait que tout le monde vraiment veuille y aller, tout ça permettra quand même à la majorité des Ivoiriens d'exprimer leur choix. Et vous parlez comme vous, moi ce que je salue, c'est qu'on est face à une élection qui fait intervenir le corps à corps, la proximité. Oui. Le peuple est vraiment... Et ça peut être même intéressant de voir que dans les législatives, en tout cas pour cette année, on pourrait avoir une sorte de vivier nouveau pour les élections dans les 5 prochaines à venir, en tout cas dans 5 ans, qu'on puisse voir des visages, peut-être identifier une nouvelle classe politique. La new generation. Eddy touche là l'autre enjeu de ces élections, évidemment, c'est que c'est la principale élection avant le grand chambardement. Ce que j'appelle le grand chambardement, c'est qu'en 2025,
on devrait probablement ne plus être en présence ni du président Alassane Ouattara, ni du président Gbagbo, ni Les traditionnels. En fait, effectivement, là se joue beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'importance ou la puissance de certains candidats ou de certains hommes politiques va se jouer aussi comment ils vont construire leur lien avec la nation à travers l'Assemblée nationale s'ils sont élus. Donc voilà, donc c'est vraiment un moment aussi très important pour la nation en termes de renouvellement pour emboîter le pas. C'est une sorte d'entraînement. Ça me laisse très optimiste en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Oui, il ne faut jamais désespérer de l'homme. Oui, non, c'est ça. Et puis du futur de la Côte d'Ivoire surtout. On va voir ce que ça va donner pendant les 5 prochaines années. Très bien, c'est avec cette note d'optimisme-là qu'on va essayer de marquer une pause et signaler à nos téléspectateurs que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de décrispation, pour notre décryptage, de décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. On en parlait tout à l'heure, avec des actions concrètes qui ont été posées. On parlera également de santé, avec malheureusement la Covid, et surtout le renforcement du... On évoque le point 2 de notre décryptage ce soir, c'est celui relatif à la décrispation. Et je le dis comme ça. Juste brisant, pardonnez-moi, vous savez, c'est ma spécialité. Oui, franchement. Les gens, arrêtez à un moment donné. J'adore André Côte d'Ivoire. Juste dire qu'on n'en a pas parlé, il y a quelques personnalités, il y a quelques informations qu'on a reçues là. Ouais. Si on n'en parle pas, on ferait preuve, on va nous dire non, ils veulent cacher quelque chose. Il y a un Infotrack qui a publié que le PDG de notre groupe, donc la FTV, Fabrice Aounion, est candidat à la candidature. Par exemple, c'est une des personnalités. En réalité, on n'en sait pas plus, mais on le dit pour que les auditeurs comprennent qu'on est au courant. Par exemple, il y a une zone très importante qui est Gagnoa. À Gagnoa, il y a de gros enjeux qui se jouent à Gagnoa, et notamment dans toute la région du Go, avec Didier Bagnon et qui est un peu mis en contestation par d'autres cadres. Donc, il y a Julien Conan, qui est un de ses collaborateurs, qui est candidat donc, à Oumé. Il y a son propre fils qui a déposé sa candidature donc, pour Gagnoa commune. Ici, il y a le fils du président Laurent Gbagbo, ici Michel Gbagbo, à Yopougon. Enfin en tout cas qui a annoncé qu'il serait candidat à la candidature. Donc il y a beaucoup de personnalités. Mais ce qui est intéressant aussi sur les personnalités, c'est qu'il se peut qu'on retrouve, et là c'est un vrai enjeu de politique nationale, les maires du PDCI-RDA. Parce que le PDCI aurait laissé entendre qu'il serait bon que les maires soient candidats. Alors qu'il y a des maires peut-être qui ne le voudront pas, mais il y a d'autres qui pourraient, parce que par exemple au plateau, on pourrait faire un remake Fabrice Aounion, Jacques Ewo, par exemple, qui est député. Donc, s'il est candidat avec le RHDP où Fabrice Aounion va un indépendant, ils pourraient se retrouver ensemble. Donc, voyez-vous, ça peut être quelque chose, finalement, d'un peu tendu. Parce que même si Edith nous disait qu'au plan local, c'est plus tranquille. Non, mais c'est plus animé. C'est plus je ne dirais pas tendu, je dirais animé. Tu veux dire que utiliser un jeu de mots beaucoup plus light, romancé, plus animé. En fait, tu veux dire que les partis comme le PDCI veulent profiter en fait déjà de l'assise des maires pour pouvoir basculer directement sur les législatives. Je pense que ça vous gagnez en temps. Mais pour les municipales, on a 2 ans encore avant les municipales. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Pour le moment, c'est ce qu'ils ont arrêté, mais on verra d'ici 2 ans. Moi, c'est une stratégie. Et puis quelque chose de fort symbolique, on nous a noté quand même, c'est le dépôt de la candidature, le dossier de candidature, une délégation de plateforme de femmes qui a déposé dernièrement la candidature de Fatim Bamba Coulibaly, qui est la compagne de l'ex-premier ministre, donc voyez-vous, de fin. Donc il y a de beaux personnages quand même qui seront en confrontation dans cette élection. Hâte de voir. En compétition, André. En compétition. Voilà. Vous aimez bien tout ce qui est... Non, parce que, oui, un peu dans le jeu tendu, confrontation, dite animation, compétition. Voilà. Surtout éviter la catastrophe. Voilà, surtout. Bon, en tout cas, je vous concède que vous avez bien fait de m'arrêter dans mon élan. Voilà, je vous le concède. C'est pas tous les jours qu'on pourra vous le reprocher. Enfin, on tape pas trop sur moi. Exactement. Deuxième point, donc, je disais donc, du décryptage, c'est la décrispation politique en Côte d'Ivoire avec des actions concrètes qui ont été posées. Il y a eu le dialogue politique, phase 1, phase 2, je crois que même phase 3. En tout cas, dans l'une des phases, on a obtenu, on a obtenu la libération de Pascal Affi-N'Guessan le 30 décembre. Il a pu donc fêter... être avec sa famille, passer le réveillon. C'était un bon point. Et puis, dans le même ordre d'idée, ce sont M. Asso Adou et Ahmed Bakayoko qui ont parlé du retour du président Laurent Gbagbo. Ouais. Une autre bonne nouvelle. Ouais. Oui, une bonne nouvelle. En tout cas, la bonne nouvelle ici, c'est qu'ils se parlent. Ils se parlent parce qu'évidemment,
on sait qu'il va rentrer, mais la question c'est quand. Et pour qu'on puisse dire conditions, quand oui. et dans quelles conditions, il faut que les gens se parlent. Exactement. Et c'est ce à quoi on insiste. C'est très très bien. Et au cœur de ça, vous allez me dire que je reviens encore à la polémique. Il y a quelqu'un au cœur de tout ça. Il y a quelqu'un, et c'est qui c'est C'est le ministre de la Réconciliation nationale. Eh ben oui. Ah, ok, Eh ben d'accord. oui. Donc, non, je dis ça pour elle. Mais en tout cas, c'est le Premier ministre pour dire que c'est vraiment à un haut niveau que ça se débat. C'est Laurent Gbagbo, c'est une personnalité évidemment très importante pour ce pays. Donc, le Premier ministre même porte le dossier. Oui. Et pour appuyer ce que tu dis, on a vraiment senti en tout cas la présence dans ce dialogue, en tout cas dans ces différentes concertations, dans ces échanges. On a vraiment senti la présence du Premier ministre, toutes les stratégies qu'il a mises en place pour créer un cadre de discussion entre les partis politiques et pouvoir arriver à ce qu'on appelle en tout cas décrispation de l'atmosphère politique. Il faut noter également que décrispation également à l'intérieur des partis politiques où il y avait des dissensions surtout au FPI entre les deux tendances, celle Laurent Gbagbo d'Angor et de Afine Guessan. Et on a vu donc Assou Adou qui allait rendre visite avec une délégation sur demande du président Laurent Gbagbo qui allait rendre visite à Afine Guessan pour lui exprimer sa compassion et que malgré en tout cas ce qui nous a divisé, ce qui nous divise peut-être, nous sommes des êtres humains et je viens en tant qu'Africain solidaire te saluer. Qui lui-même est passé par la case. Parce qu'il a parlé, voilà, il a fait référence aux 4 années de détention qu'il a subi en tout cas et il comprend en fait ce que l'autre ressent. Alors je fais André Bois. Moi je note quelque chose d'assez important dans tout ce qui se passe là. Déjà, dans un premier temps, c'est le fait que, implicitement, avec ces rencontres-là, c'est un message que nous avons tourné la page de la situation conflictuelle de la présidentielle. Ouais. Parce que déjà, ça montre que l'opposition FPI, reconnaît donc la légitimité, reconnaît que Alassane Ouattara est le président et que le gouvernement en place est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Peut-être que... Non, je poursuis. Allez-y, je poursuis. Voilà. Parce que si on discute avec le Premier ministre en qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire pour le retour d'un ancien chef de l'État, logiquement, les prérogatives sont de l'État de Côte d'Ivoire de créer les conditions du gouvernement de créer les conditions du retour d'un ancien chef de l'État. Donc on doit discuter avec le Premier ministre, ça veut dire déjà on est d'accord que c'est le gouvernement qui est là. Et donc on est pas de bon terme, mais on est déjà d'accord que on reconnaît déjà que c'est que le gouvernement est en place. Moi, je pense que c'est implicitement, c'est le message qui est donné implicitement. Deuxièmement aussi, il ne faut pas qu'on perde de vue que c'est le couronnement d'une action qui a débuté le 21 décembre, le dialogue politique. Parce qu'à ce dialogue politique, le Premier ministre avait dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou, que tous les sujets allaient être abordés. Je pense que nous sommes en train de dérouler tout le mécanisme qui a été mis en place durant ce dialogue politique-là. Mais bien avant le dialogue politique, on ne perd pas de vue que quelques semaines avant, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait eu M. Laurent Gbagbo au téléphone, le président Laurent Gbagbo au téléphone, et il s'était parlé. Et le Premier ministre, c'est lui-même qui avait rapporté cette information, comme celle d'ailleurs d'aujourd'hui, qu'il a rapporté sur son compte Facebook, pour dire effectivement qu'il a échangé avec le président Laurent Gbagbo et que le président Alassane Ouattara est dans de bonnes dispositions pour permettre le retour de Laurent Gbagbo. Je parlais comme André Bois en disant que j'ai de grandes oreilles, moi aussi, pour dire que je peux vous assurer que avant toutes ces démarches-là, même avant qu'il ne soit Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko avait entrepris personnellement des visites pour rencontrer des personnes en exil, je crois que c'est ce qui a accéléré certainement un certain nombre de choses. Sa qualité de personnage qui est assez ouvert, qui depuis longtemps... rassemble. Qui rapproche les positions, qui rassemble. Donc déjà, avant même qu'il ait été Premier ministre, qu'il ait été en charge d'une quelconque mission de réconciliation, il avait personnellement entrepris des démarches auprès des uns et des autres pour pouvoir rapprocher les positions. Et moi, je pense que c'est tout en son honneur. Bon, moi, sur ça, rapidement, si je peux aussi intervenir là-dessus, c'est que tous les acteurs politiques, là, à travers ce qu'ils font, ils reconnaissent que, il disait, il a dit, il faut tourner la page de cette crise, en un point finir.
Même si certains disent on n'est pas tout à fait d'accord avec c'est pas forcément le gouvernement, on n'est pas d'accord avec ça, mais bon, il faut tourner la page. La question, ce n'est Il y pas... a cette volonté-là de passer à autre chose déjà. Non, voilà, il y a cette volonté. Peu importe ce qu'on a comme... Et ceux qui vont nous dire qu'ils ne sont pas d'accord... Au-delà des paroles, il y a les faits. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, mais les faits sont Il là. ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit de dire, il s'agit juste d'ouvrir les yeux. Voilà. De constater Qu'on la ne soit pas réalité. d'accord, le fait est que, et ça, c'est pas mon avis, le fait, c'est qu'il est là. Il y a quelqu'un qui est président, disent c'est également, terminé. on dénonce il est président. toujours. On dénonce Voilà, toujours. c'est ça. Oui. Constater la réalité, les faits sont là. C'est Et surtout, tout. penser à l'intérêt général. Et quand De la je population. parle d'intérêt général, je parle de nous, C'est ça. population C'est ça, ivoirienne, exactement. de toutes ces personnes qui vivent, qui travaillent, qui veulent vivre en paix. Oui. Et voilà, donc tout simplement, tu as dit, voilà, ils reconnaissent en tout cas ce gouvernement et ils ont décidé d'aller à la paix, d'aller à la discussion et au dialogue. Ils reconnaissent et ils décident d'aller. Eux disent le plus important, certainement, c'est on veut partir à autre chose. Exactement. Voilà. Oui, moi, je crois que c'est l'analyse que je fais. Je pense que tout le monde veut passer à autre chose. Pourquoi ? Parce que ça dure depuis 10 ans. Parce ça. qu'on peut pas. Vous savez, tous les grands pays ont connu des crises, mais voilà, à un instant, on passe à autre chose. Ouais. Et c'est le mérite du Premier ministre que vous en parlez, c'est de se dire, oui, là, il faut vider tous les contentieux. Ouais. Le président Tout mettre Gbagbo, sur la table. évidemment, pesait sur lui des accusations et des soupçons. La justice l'a blanchi. Eh bien, on passe à autre chose. Et voilà, on revient à la politique et on va se critiquer par rapport à ce que chacun est prêt à faire pour le pays ou non. Donc sur ça, je pense qu'il est bon, évidemment, de faire table rase et de vraiment passer à autre chose. Il y a des gens qui sont encore en prison, il faut penser à les libérer. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2010. Je pense que vraiment, si on n'a pas encore pu établir leur culpabilité, excusez-moi, ce ne sera pas un miracle que ça va arriver demain. Donc il faut penser à libérer tout ce beau monde et puis à repartir en faisant la politique comme le peuple souhaite, c'est-à-dire la politique en posant les vrais problèmes, les problèmes de vie chère, les problèmes justement d'école, et les problèmes... Et je pense que le fait de vouloir passer à autre chose leur est plus ou moins imposé par la population. Quand on voit le déroulement de tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois et autres, les réactions vis-à-vis des appels et autres, tout ça. manque de mobilisation. Voilà, donc les autres ont Surtout le compris manque en de réalité mobilisation. qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont cette volonté-là de passer à autre chose. Ouais. On ne va pas rester éternellement dans des querelles conflictuelles et autres, tout ça, il faut passer à autre chose. Donc là, on leur impose la volonté de passer à autre chose, ils sont obligés de le suivre. Et on va y Très aller. bien, ouais. Je fais mon André Bois, je le Encore. disais. Oui, c'est vrai que pour discuter du retour de Laurent Gbagbo, ont été mandatés M. Assoadou et Danon Djidji. je pense. Voilà, et pas un Finguessan. Oui, non, cela traduit le fait que... Sophie est choquée. Elle est Non, choquée. mais c'est surtout que le monsieur, il vient de passer quand même 2 mois en détention. Laissez-le respirer, you know. Ah non, en politique, c'est pas ça. Aujourd'hui, non, Ah, ce non, que non. cela C'est traduit... quel signal? Non, mais moi, Le non, moi, signal- je pense qu'au-delà de ça, en réalité, il n'y a même pas de problème. Parce que Assoadou a toujours parlé au nom de Gbagbo, depuis même qu'il y avait la crise interne. Exactement. Assoadou et, comment dirais-je, Danon Djidji et tout le staff, on connaît le staff. Oui, en mais fait. c'est justement, Ils ont- logique, vraiment oui. t'arrêter sur ça, c'est justement ça qu'on doit régler. Parce qu'en fait, le problème, le contentieux, c'est quoi? Le contentieux, c'est que Assoadou et les autres disent que la présidence du parti doit revenir à Laurent Gbagbo, qui était en prison. Je viens, laisse-moi finir là-dessus, qui était en prison. D'accord? D'accord. Afin Guessan dit non, le président Gbagbo ne vous a pas mandaté pour ça. C'est-à-dire que puisque lui n'a pas parlé avec Gbagbo, en réalité, lui, il a le pouvoir du parti. Les autres disent non. Nous, Enfin, une décision de justice l'avait, ouais, la justice de justice a donné raison à Afi. Ils ont même fait un congrès à Mama, enfin, c'est un lieu symbolique pour désigner Laurent Gbagbo comme président du FPI, bien qu'étant en prison. Donc, le cas Afi dit non, eux, en fait, en réalité, ils battent, si tu veux, une campagne pour leur propre chapelle. Ce n'est pas au nom du président Gbagbo, puisque moi aussi, je suis un enfant du président Gbagbo. Sauf que là, pour aller rapidement, le fait qu'il soit mandaté, finalement, ça confirme le fait que Gbagbo n'a jamais voulu qu'Afi le représente, ni ne représente son parti. Ben, c'est une réalité, en fait. Enfin, Bon, André, là, là n'est pas le débat. Non, André, je pense que là n'est pas le débat. André est en train de nous ramener dans un débat interne. Non, là n'est pas le débat. Ouais. Ici, en fait, c'est que si j'ai bien compris, Brice, c'était de savoir la question qu'il a posée. Oui. On a vu Assoadou et Danon Djidji, on n'a pas vu Afi. très bien. Et moi, je dis que Assoadou et Afi, pardon, Assoadou et Danon Djidji et tout le groupe qui les accompagne ont toujours parlé au nom de Laurent Gbagbo. Ont toujours parlé au nom de Laurent Gbagbo. La preuve, on a juste mal. Élisée, tu n'as pas répondu à la question de Brice dans Si, ce cas-là. je viens. À moins que Brice, Non, il est là, j'en il ne viens. va pas me faire son porte-parole. Non, j'en viens. Non, j'en viens parce qu'en réalité, mais
depuis des mois, pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de langue de bois sur ce plateau. On a qu'à être réaliste. Il y a la légalité et il y a la légitimité. Ouais. Peut-être que Afi a la légalité avec lui, parce qu'il a le EO, tout ça. Il a le mais tampon du parti. oui, mais la légitimité sur le terrain, en réalité, c'est eux qui l'ont. Et depuis tout ce temps, chaque fois qu'ils ont pris la parole, que ce soit à Soadou, avant lui-même, Sangaré qui est décédé, père à son âme, avant lui, tous ceux ont toujours dit qu'il parlait au nom de Gbagbo. Et à aucun moment, je dis mais à aucun moment, on a eu un démenti de Laurent Gbagbo ou de quelqu'un qui est proche de lui pour dire Donc, c'est faux. du coup, tu confirmes ce que je suis en train de dire. Je reviens. Je reviens au débat. Vous savez ce que je veux dire? Je veux dire, en réalité, on n'est pas en train de dire. Le débat n'est pas que Afi a été mis de côté. A été mis de côté. Alors, Ou bien si. je ne parle pas au nom de Laurent Gbagbo. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, le débat, c'est ceux qui Il y viennent a quelqu'un parler. qui va trancher ou pas là Non, j'entendais qu'il termine. Ceux qui viennent parler, ceux qui sont mandatés, est-ce qu'en réalité, Afi est portent-ils mandaté. véritablement la voix de Laurent Gbagbo ou pas? Et moi, sur cette question, je réponds oui, qu'il porte Oui, la voix de on Laurent est Gbagbo d'accord, depuis ça, toujours. pour le coup, Non, on parce est que le d'accord. débat, il est clos. On ne cherche pas à savoir si Afi a été mandaté si. ou pas, mais c'est clos. Mais Le si, débat on va- est clos. non, oui. Non, mais ça, tu pourquoi nous ramènes dans ce Bon, débat. alors, André, antérieur, en ce fait. qu'Elisée veut dire aujourd'hui, c'est qu'on a des représentants de Laurent Gbagbo, des représentants qui rencontrent le Premier ministre pour organiser le retour de Laurent Gbagbo. C'est ça. C'était pas forcément une délégation du parti. Ce que vous voulez dire, peut-être? Non, moi, je Parce que vous dites qu'il parle toujours au nom de Laurent Gbagbo et non forcément du FPI. Exactement, moi c'est ça. Exactement, c'est ça. Ils sont en train de parler Ah au nom non, de. ah non. J'explique. Ils parlent au nom. Ils sont là pour discuter pour Laurent Gbagbo. De la part de Laurent Gbagbo. Et ils ont toujours. J'ai pris la peine de rappeler le passé. Ils ont toujours pris la peine de s'exprimer au nom de Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'ils ont pris la parole, ils ont dit Laurent Gbagbo a dit. ça, Ça, on est fait d'accord, dans oui. la- Élisée, Oui. tu l'as Je souvent suis- répété, et même je l'ai dit, mais sauf que ce Oui. que je dis, c'est que, et là, moi, il me semblait que c'était ce que Brice disait, sauf que Afi Quel rôle joue Afi Nguessan dans le retour de Laurent Gbagbo? C'est ça ce que je veux dire. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que Afi n'a tout simplement pas été mandaté pour ça, c'est tout. Oui. Il n'a pas été D'accord, mandaté. il n'a Et puis, pas été mandaté. On parle de décrispation. Après, le Donc plus ça, c'est une important- petite analyse sur ce qui se oui, passe mais au bien sein sûr, du oui. pays, bien sûr. Et le plus important aussi, c'est de savoir, parce que c'est vrai qu'on a vu cette image, ça donne de l'espoir. Est-ce que son retour, les dispositions qui sont mises en place pour son retour permettront peut-être de lui éviter la condamnation qu'il attend une fois sur place en Côte d'Ivoire? Ça, Mais pour ça, le c'est la coup, question de évidemment. fond. Ça, c'est la question de fond. On va revenir là-dessus, mais vraiment, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Ce qui confirme bien que Afi Nguessan n'est pas justement mandaté par Laurent Gbagbo, qui est quand même le grand timonier du parti, Bien sûr. c'est que quand Asso Adou va voir Afi Nguessan, Asso Adou insiste, et à la limite même de l'agacement, quand on lui pose la question, il dit « Je suis venu juste rendre visite, une visite de compassion à demande. quelqu'un », que ce n'est pas une visite politique. Parce que derrière tout ça, c'est juste pour dire que c'est un militant lambda, Exactement. par contre on vient saluer, parce que voilà... Pas forcément lambda. Non, Oui, un cadre du pas parti, forcément un lambda. cadre du parti. Non, un cadre du parti. Voilà. Donc, pour dire que si demain il y a un militant qui a du Ekwe, qui a une difficulté, on pourrait lui rendre visite Je sais autant pas. qu'on rend la visite à Afi Nguessan. En fait, quelque part, je pense, c'est vrai, je pousse un peu le trait, mais c'est un peu ça, voyez-vous. Et donc là, il n'est pas question de rendre visite au président du FPI. Et ça a été On l'a clair. bien compris, on l'a bien compris. À un frère, il a dit. Pour utiliser l'expression. Ah, ok, d'accord. Donc, sinon, je voulais compléter, pour revenir un peu sur ce qu'André était en train de dire. Afi Nguessan, le président Afi Nguessan, le président du FPI, honnêtement, dans tous ses propos, a toujours dit qu'il est président du FPI sur la base d'un congrès qui a été fait au temps de Laurent Gbagbo. C'est ça. Il ne dit pas que je parle au nom de Laurent Gbagbo. Je parle parce que j'ai la légalité en tant que président du FPI. ça. Ce qui a été différent de Assou Adou et les autres qui ont toujours Ils sont dit, partis- nous, partis- on parle au nom de de Laurent Laurent Gbagbo. Gbagbo. C'est très Donc, le clair. débat, il est Et clos. juste pour Et terminer c'est une très seconde clair. là-dessus, ça prouve juste que Afi Nguessan a une ambition, c'est de succéder à Laurent Gbagbo, alors que les autres, eux, ils veulent continuer à servir Laurent Gbagbo. Ça, c'est une analyse politique. C'est-à-dire que, évidemment, lui, il veut continuer à exister seul en tant qu'Afi Nguessan. Les autres, manifestement, ils n'attendent que Laurent Gbagbo pour exister. Non, tout mais cas, ça avant aussi. la présidentielle, Afi est revenu dessus. Il a dit si jamais Afi est revenu, mais peut-être qu'on va retrouver Si, ses propos. Laurent Gbagbo mais revient. Oui, bien sûr. Exactement. Si Laurent Gbagbo revient dans le jeu, et si Laurent Gbagbo lui demande, Il lui lui Afi cédera se sa retire place. et il lui cédera sa place. Exactement. Donc, il le reconnaît à quelque part. Non, non, je ne dis Exactement. pas qu'ils n'ont attention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, son ambition n'est pas forcément personnelle. Non, non, bien C'est-à-dire sûr. Non, non. qu'il attend que Gbagbo lui dise que je suis plus dans le jeu. Et puis, Non, et mais puis là, c'est ça pas, non, file. c'est Si pas, mais Gbagbo ne lui justement, dit pas, ce il- n'est pas une contradiction. Ici, Gbagbo Laurent était en prison. En 2015, tout le monde savait qu'il ne pouvait pas être candidat. c'est ça. Ni en 2020, il le savait. c'est ça. Et Assou Adou et les autres ont toujours dit que leur candidat c'était Laurent Gbagbo. Mais excusez-moi, je vois l'eau chaude, je ne vais pas dire qu'elle est froide. Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat, ni en 2015, ni en 2020. Donc celui qui prétend qu'il pouvait être candidat, il est dans le faux. Et ça, c'est une réalité. Et c'est ce que Afi essaie de faire comprendre. Mais à partir du moment où Laurent Gbagbo revient, mais évidemment,
que le chef est venu, ben je me retire. On est tout à fait d'accord. On est d'accord. Donc, on est d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Bon, tout ça, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu La dont on parlait, la beauté du jeu démocratique avec ces débats, On ne ces fera pas envolées. comme à l'Assemblée nationale gagner. Non, on va pas se battre. Pas du tout. On les a bien mis à côté. Bon, un point rapide sur la Covid en Côte d'Ivoire. Bon, on rappelle que le début de la campagne de vaccination donc, est prévu pour, en tout cas, cette campagne-là. C'est pour février. 15 février. Le début de la campagne, c'est 15 février. Bon, malheureusement, les cas augmentent. Ouais. On a recensé 210 cas, 10 nouveaux cas aujourd'hui, donc jeudi. En une journée. En une journée, c'est énorme. Et on a l'impression que ça augmente. De jour en jour. On a l'impression, enfin, le constat est là. Ouais. Et on débattait ici, elle n'est pas là aujourd'hui, Rayana, on la salue, puisqu'on sait qu'elle est en train de boire du champagne. Non, je rigole. Donc, en fait, le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre de mesures. L'histoire des masques qui vont être un peu plus distribués à un certain nombre de personnes, tout ça c'est déjà, bon, c'est un début de solution, des masques lavables pour permettre justement aussi à des industriels de travailler, de voir comment on va dire, les scientifiques ivoiriens, les créateurs ivoiriens peuvent proposer des choses. Ça c'était déjà le cas même au début de la crise. Donc, le gouvernement veut porter vraiment tous ces projets-là, je trouve que c'est très intéressant et on va voir. L'idée aussi c'est d'éviter qu'on se retrouve dans un confinement qui fait beaucoup de mal à l'économie, beaucoup de mal aux petites gens que nous sommes. Avec l'enjeu des législatives dans quelques mois. Voilà, et tout ça, c'est vraiment pas évident. Donc voilà vraiment les quelques mesures. Et puis cette affaire de vaccin, parlons-en. Jusque-là, le gouvernement ne nous a pas encore dit dans quel sens on va. Il y a Moderna, il y a Pfizer et son copain BioNTech, on a les Chinois, on a les Russes. On ne sait pas. Mais en plus, il y a le programme COVAX, ce grand programme COVAX qui est un programme international pour équilibrer un peu l'accès au vaccin, pour permettre à des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens de le faire. Donc, jusque-là, le gouvernement nous dit le 15 février, est-ce que le gouvernement est sûr de son affaire? Parce que je vous rappelle que les Français, eux-mêmes en interne, ils ont critiqué la France parce que ça a été lent, tout ça, l'arrivée des vaccins. Est-ce que la Côte d'Ivoire va respecter son calendrier de démarrage? C'est une question qu'on peut se poser en regardant le gouvernement dans les yeux. Voilà. En tout cas, on souhaite que ça se fasse, que ça démarre vraiment le 15 février. Et surtout avant qu'on continue à faire preuve de beaucoup de prudence, revenir aux gestes barrières, le lavage des mains, les masques à distanciation. Éviter de s'embrasser. J'ai fait un tour à Yamoussoukro, mais j'ai pas vu de masque. Non, j'ai fait un tour. C'est non, mais carrément déconnecté de la ce que vous notez aujourd'hui comme oui. cas, c'est vrai que quand on entend les chiffres, on a l'impression que c'est des chiffres qui viennent du jour même, mais en fait, on paye un peu tests qui ont été faits, qui ont été réalisés 2 jours ou 3 jours avant. 3 jours avant, et puis encore pour les tests, les résultats des tests qui prennent du temps. qui prennent du temps. Et sachant que la plupart des cas... cas... Finalement, en disant ça, peut-être ça ne nous rassure pas, parce que vous êtes en train de nous dire que les résultats qu'on a aujourd'hui, pour ce qui est la réalité, c'est des gens qui ont été, admettons... Non, mais les tests, les résultats prennent 2 jours maintenant. Ça prend 2 jours, moi, ça il y veut a des dire personnes que... qui se sont plaints sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui ont même essayé de taguer, mais bon, ils n'ont malheureusement pas de compte Twitter, l'Institut Pasteur, pour se plaindre du fait qu'ils avaient fait des tests et ils devaient avoir les résultats en 72 heures maximum, mais ça a pris plus de temps que prévu, et en plus c'était pour un vol, et finalement ils ont raté leur vol, et une semaine plus tard, ils n'avaient pas reçu leurs résultats. Donc c'est la question de la disponibilité rapide des tests est un point alarmant aussi à prendre en compte, parce que si on a des chiffres qui parlent de 210 nouveaux cas à ce jour, le jeudi 7 janvier, est-ce que c'est des résultats qui concernent les tests d'hier ou des tests qui datent d'il y a... Sachant qu'il y a plusieurs pays où les résultats, on les a en 1 heure, ou ici, c'est là, il faut vraiment attirer l'attention. Par exemple, l'Institut Pasteur au Sénégal, à Dakar, a développé une sorte de test, un kit qui permet d'avoir le résultat en 15 minutes. Et en plus, à moins de $1. Voilà, et que les gens peuvent acheter pour chez eux. Oui, l'histoire des autotests, etc. Donc là, attirons l'attention des pouvoirs publics sur le fait que il faut se bouger et vraiment assez rapidement. Et surtout au niveau des populations, il faut vraiment revenir aux mesures barrières veillées. Surtout dans la ville d'Abidjan, parce que la plupart des cas est concentré dans la ville d'Abidjan. Pour éviter surtout un nouveau confinement, parce qu'on avait au Sénégal
Thiès, la ville de Thiès, Ça y est, Dakar, son couvre-feu, de 21h à 6h du matin. Il y a même eu des échauffourées, j'ai vu hier des échauffourées dans la ville parce que les populations se plaignaient. Donc il faut éviter un confinement. Voilà. Tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec notre cher et tendre Mike Danon. Et aujourd'hui, nous avons souhaité vous proposer des moments forts de ces passages en 2020 à cette émission. Arafat, le Saoudien, le duplex de Paris, ou encore le pilote, ou la séquence de la poudre. Franchement, Mike Danon, les meilleurs moments, c'est maintenant. C'est gâté. Hein? Ce n'est pas les affaires de communiquer, de stress, bon, il n'y a plus de conseil ministériel, c'est les vacances. Donc, tu vois, non, c'est les supposants que non. Disait, allez, le gouvernement Côte d'Ivoire complet reconnaît que Yoro, ouais, peut-être là, son esprit n'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Août 2019, c'était gâté. Voilà, août 2020, là, c'est ginzin. L'année là même, nous fait dépérir en derrière Pierre et Tagbana. On a commencé Corona, on a dû finir Toyota. Quoi, bah ça alors, pour une surprise, c'est une surprise. Hey, bah ça alors, politique de Côte d'Ivoire là, c'est Harry Potter, tu quittes dans boulangerie pour tomber dans pâtisserie. Voilà, c'est mal, il dit c'est mal mélangé même. Je suis en train de faire mes barrages, je ne sais pas qui a poussé, viré, il est parti qu'au 3e mandat. Moi-même, il dit, aïe. Il dit non, c'est fake news. Il arrive au parking, il prend ma voiture, on dit non, c'est pas 3e mandat. C'est premier de la 3e vitesse. Bim, c'est Djenzin. Foumi Magnansi Kolati, opposition, dit que quoi? À ce même moment, je reçois un message de la présidence ivoirienne. Pardon, la nouvelle présidence ivoirienne, qui m'enjoint de ramener le président Gbagbo en Belgique parce qu'une équipe du ministère des Affaires étrangères l'y attend pour l'enrôlement en vue de la délivrance de son nouveau passeport. Je dis, tiens, 2020 est devenu gentil. Beau geste technique en faveur de la paix. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire et amoureux de la Côte d'Ivoire, mon expérience de porte-parole, candidat et pilote m'a appris qu'en toute chose, il ne faut pas désespérer. Qu'il faut faire preuve d'humilité, car un vol privé ou commercial peut nous réserver des surprises. Bravo, franchement. Monsieur le porte-parole, comment on vous appelle désormais? Abdallah Ibn Danoun Ier. Vous nous entendez bien, monsieur le porte-parole? Oui, bonsoir, honorable Brice, à Pucho Nanina. Ouais, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, de Cinéma Tialir, de Papécourt, en passant par Kobenak Mekro, Yop Benta, Bador et Abobo Sexiar Graffitira. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, monsieur le porte-parole. D'accord, vu que j'ai pris une décision de profiter de mon séjour. Si vous avez des parents qui ont des barrages qui souhaitent ramener en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas de me faire signe. Voyez, avec l'équipe et les Abidjanais, entrez dans mon inbox. Je me ferai le plaisir de convoyer ces barrages-là en Côte d'Ivoire, vu qu'il y a de la place dans l'avion. 15 € par kilo, il paraît. Oui, on pourra toujours s'arranger. Hein? Merci, mon cher Brice. Hein? Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Et bon séjour. Hein? Merci à vous. Quand même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis le commandant Mike Danon, pilote Choco 225 et bienvenue à bord du vol international Air peut-être, aussi appelé Air Inch'Allah. Semblable à la Côte d'Ivoire électorale, l'avion le plus bizarre qui puisse exister sur Terre. Pourquoi m'a-t-on demandé de le piloter? Eh bien parce que le Conseil constitutionnel n'a pas eu le courage de me proclamer vainqueur des élections, alors il me fallait trouver un nouveau job pour rembourser mes bailleurs de fonds. Notre vol retour sera communiqué par voie officielle. Nous opérerons des escales en France, en Belgique, au Ghana. Tous les passagers qui souhaitent regagner la Côte d'Ivoire sont la bienvenue, avec ou sans passeport. Enfin, seulement avec l'accord des autorités locales, car comme disait un ancien chef d'État africain, quand tu t'envoles, faut savoir t'envoler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons procéder à un décollage imminent. Veuillez attacher votre ceinture. Si vous n'en avez pas, vous êtes autorisé à vous attacher avec votre voisin ou votre voisine pour la réconciliation nationale. Nouvelle élection, le même président, un probable gouvernement d'union nationale, la même caisse de l'État. Nous vous souhaitons un agréable vol. Je pense que comme on parle politique ici, les jeunes gens, on va se masquer, voilà, et puis comme ça, on va voir qui de vous ici, voilà, parce que vous les jeunes politiciens là. Moi, non, moi je suis pas le genre de politicien que vous allez, non, tu as affaire à moi. Je suis le parrain de Eskeli. Je serai président de la République. On doit vous considérer comme un opposant finalement. Non, je ne suis pas un opposant. Je ne suis pas un opposant. C'est ici qu'on va s'opposer mutuellement, parce que vous, je vous ai remarqué, et vous êtes témoin, toi aussi. Non.
Frère, ces gens-là, on doit les sanctifier. Voilà, on va vous, je vous ai remarqué, quand vous recevez comment on appelle, les candidats sur ce plateau, je sais pas. Les Ivoiriens vous voient, hein. Les Ivoiriens vous voient. Les Ivoiriens ont besoin d'un président de caractère. Le métier des journalistes est dur. Il a dit non. 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 Je crois que vous posez une question, c'était ça la réponse. Pour les imprévus. Voilà. Hasard. On va s'attacher avec sa voisine, justement. On l'a retenu. Élisée Bologo, merci d'avoir été avec nous. Merci. André Bois. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, d'être sur le plateau. Il était bien animé. C'est Bonne Toujours un plaisir de Bonne t'avoir. année. Bonne année. C'est la première émission en plus. Oui, Oui, bonne oui. année à tous nos auditeurs. Enfin, on l'a déjà dit, je crois. Ouais, téléspectateurs. Téléspectateur. Radio. C'est la radio. C'est la radio, vous savez, respecte la radio et tout ça. Bon, c'est très bien. Sophie Aïda, première expérience d'écritage ce soir? Loved it. J'ai appris beaucoup. I love it. Ok. It's great. Bon. Merci Sophie. Merci, Madame Bleu. Merci Monsieur Brice Hano. Parce que je cherchais le bleu, parce que je me dis souvent, je ne sais pas si c'est un bleu là au niveau des boucles d'oreilles. Ah non, Ah non, ça c'est du vert. Ah non, c'est du vert. Ah d'accord. je Mais, suis mais, daltonien, mais, mais hier, elle avait un beau bleu. Elle avait un beau bleu hier. Ouais, un très beau Je bleu. garde toujours un beau bleu dans ma poche. Ah, On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Live Talk, le dernier pour la semaine. On aura beaucoup de plaisir à être là présent sur ce plateau-là lundi. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Prenez soin de la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.